formation. Elles sont nombreuses au PAF, d'ailleurs elles ont un grand succès. C'est toujours chaque année difficile pour nous de faire des sélections, mais on arrive, grâce à la DAFPEN, à parfois doubler ces stages-là. Donc on a demandé à 2 formateurs d'intervenir, de vous proposer 2 séances pour montrer comment dans la classe on peut traiter effectivement la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous l'avez compris, la tonalité elle est quand même pluridisciplinaire. Il faut absolument que tous les collègues de toutes les disciplines s'y mettent. Je crois que on veut réussir ce pari-là, c'est important. Alors on va commencer par des choses simples, on va commencer par l'EMC, enfin simple. En tout cas, qui sont inscrits directement dans les programmes. Et puis après, on verra que les SVT, ce n'est pas forcément une évidence pour tous. Et l'idée, c'est quand même d'aller vers d'autres disciplines qui peuvent aussi participer à ce travail. Mélanie, je passe la parole. Bonjour. Mélanie est professeure au collège Charles-Foucault de Beauvais, je le précise. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Donc, bonjour. Cet après-midi, je voulais évoquer avec vous une séance que j'ai menée la semaine dernière avec mes 4e. Donc ça a été assez expérimental, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, donc je vais analyser avec vous un petit peu comment ça s'est passé avec les élèves. En tant que professeur de MC, on est amené bien entendu à parler de racisme et d'antisémitisme. Tout au long de ma carrière, j'ai montré moult d'affiches, de graphiques, d'effets, on a lu des articles de journaux. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait, j'avais l'impression d'arriver avec des faits, d'enfoncer des portes ouvertes, d'évoquer très souvent des faits que les élèves connaissaient, qu'ils avaient même parfois vécus. Et il me manquait une étape, c'était le processus. C'est comment on peut en arriver là. Comment on peut montrer une image raciste ou devenir peut-être même raciste. Alors, j'ai mené une espèce de démarche un peu expérimentale que je vais vous présenter, que vous allez voir. Ça n'a aucune vertu de généralisation. C'est quelque chose qui a été fait avec une classe, donc on n'uniformise pas les propos contenus mes élèves. Mais le but était de leur montrer les dangers d'un stéréotype qui peut mener aux préjugés ou bien encore plus grave à la discrimination. Donc comprendre ces mécanismes. Et l'objectif au-delà de tout ça était bien entendu d'éveiller leur esprit critique, notamment face à l'image. L'idée est d'organiser un dessiner c'est gagner. Alors quand j'ai dit dessiner c'est gagner, les élèves ne comprennent pas, donc il faut dire Pictionary. C'est une ancienne époque. D'organiser un Pictionary où je vais proposer aux élèves, en groupe, de dessiner une liste de mots que je vais leur donner. Chaque élève fait partie d'un groupe de 4 et un élève va venir me voir. Je vais inscrire sur une ardoise de façon à ce que personne ne l'entende un mot, que les 5 élèves des groupes va pouvoir lire. Et chacun retourne à sa table, son îlot, et doit dessiner le plus rapidement possible sur un post-it le mot que je lui ai donné et le faire deviner à son groupe, et ainsi de suite, avec toute une liste de mots. Alors, l'intérêt, c'est la liste de mots. Vous voyez que c'est assez hétéroclite. Il y a à la fois des professions, des nationalités, des valeurs de la République, des croyants, des objets. C'est des mots variés qui vont être posés dans le désordre de façon à ne pas induire des idées aux élèves. Et sont des mots également que j'ai essayé de présenter de manière neutre, c'est-à-dire avec aucune connotation ni masculine ni féminine. Vous allez voir un petit peu les tendances qui vont émerger de ces dessins. La précaution à prendre également, c'est que personne n'entende de façon à ce que, il n'y ait pas de copie de post-it. Alors, au bout d'une heure, ça a pu donner ça, puisqu'on les affichait au fur et à mesure sur le tableau. J'avais un mur de post-it que les élèves venaient poser au fur et à mesure. On avait une vingtaine de mots à faire deviner, ça m'a pris 1 heure complète. J'ai photographié ensuite le tableau et j'ai photographié les post-it par groupe, par thématique, de façon à l'heure suivante pouvoir retravailler avec les élèves dessus. L'heure 2 m'a permis d'échanger avec les élèves que j'avais regroupés autour du tableau blanc, avec ces différentes questions qu'on pouvait avoir en tête. Tout d'abord un aspect description de l'image. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce que vous avez dessiné? Est-ce qu'il y a des éléments communs, des choses qui peuvent en fait devenir prégnantes? Et puis dans une deuxième phase, face à la thématique du dessin, l'interprétation.
Donc pourquoi vous avez décidé de dessiner ceci? Est-ce que c'était pour aller plus vite ou est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important qui monte tout de suite, donc ce que cela peut être? D'où vous est venue cette image? Comment vous avez eu cette idée? Et vous allez voir qu'ils ont des représentations qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui pour eux en fait sont une évidence. Donc je vous ai classé donc, les post-it qu'ils ont réalisés donc, de la même manière avec laquelle donc, je les ai présentés à eux, vous allez voir. Donc tout d'abord, le premier mot, c'était un nuage. Alors vous voyez qu'on trouve 5 jolis nuages. Je leur ai demandé de regarder par la fenêtre et de me trouver un nuage qui ressemblait à ce qu'ils avaient dessiné. Donc ils n'en ont pas trouvé, c'était très nuageux ce jour-là. Et je leur ai demandé pourquoi ils l'avaient dessiné ainsi. Et donc ils l'ont dessiné ainsi parce qu'on leur a appris à les dessiner comme ça. Et dans les dessins animés, ben, les nuages, ils sont comme ça. Mais ils savent qu'un nuage, ça ne ressemble pas à cela. Deuxième idée, une voiture. Alors je leur ai demandé quelles étaient pour eux les voitures qu'ils voyaient le plus sur le parking. Et ils m'ont dit que c'était des 4x4 et une Clio 2. Et donc je leur ai demandé où était le 4x4 et la Clio 2 sur les post-it qu'ils m'ont fait. Et ils ont totalement reconnu qu'il n'y avait ni 4x4 ni Clio 2, mais que, encore une fois, ils avaient appris à dessiner des voitures ainsi, donc ils les dessinaient comme cela. Donc il n'existe plus aucune berline comme ça qui roule dans les rues, mais ce sont des voitures, pour eux, c'est une évidence. Donc ici, ce que j'ai voulu déjà leur expliquer et leur montrer à travers leurs propos, à travers donc, ces nuages et ces voitures, c'est que donc ils sont capables de reproduire ce qu'ils ont appris, même si c'est faux, même si pour eux ce n'est plus une vérité. Les nuages comme ça n'existe pas, et les voitures ainsi, ça n'existe plus. Mais pour eux, ça reste une représentation qui est en fait vive, qui est présente. Et pour eux, également, ça leur permet de se faire immédiatement comprendre. Suite de leur travail. Alors ensuite, je leur ai proposé de dessiner un couple. Alors vous voyez que donc on a 5 post-it qui à chaque fois nous montrent donc un couple composé d'un homme et d'une femme et pour qu'on comprenne bien qu'ils sont amoureux, donc soit ils se tiennent la main, soit il y a des cœurs, ou même celui qui est en bas, il est à genoux et il est en train de faire sa demande en mariage. Voilà, parfois je leur ai demandé aussi de décrypter parce que seul face au post-it je ne voyais pas vraiment ce que ça signifiait, mais voilà, donc il y a la demande en mariage en bas. Donc je leur ai demandé si tous les couples étaient ainsi, ressemblaient à ça. Donc, bien entendu, ils m'ont répondu non, non, il y a des homosexuels, on n'est pas obligé d'être mariés. Pour eux également, ça sortait immédiatement, mais encore une fois, c'était la façon la plus simple de se faire comprendre et de dessiner. Donc, ils reconnaissent qu'en plus, quand on met un cœur, ça marche encore mieux, donc c'était fantastique pour eux. Dans la même veine, un handicapé. Un handicapé, pour eux, il est son fauteuil roulant, ou alors il a des cannes ou une béquille. Donc j'aurais demandé s'ils connaissaient beaucoup d'handicapés comme ça. Non. Au collège, on a par exemple une Ulysse, on a une EMP qui est présente. Je leur ai demandé si dans l'Ulysse ou le MP qui était au collège, il y avait des handicapés qui ressemblaient à ça. Non, 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 et ils commencent à me citer des noms de camarades qui ont un handicap. Donc on arrive à l'handicap sensoriel, l'handicap donc, mental. Et je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas dessiné cela ? Et pour eux, en fait, ils ont commencé à se dire que pour eux, la représentation n'était pas possible. C'était trop compliqué à dessiner, ou en tout cas trop compliqué à dessiner rapidement. Donc ils avaient cédé à la facilité, même si ils le reconnaissaient, c'était quelque chose auquel ils n'étaient pas confrontés, qu'ils ne voyaient pas, qui pour eux n'était pas une évidence, mais c'était plus facile. Donc ici, je voulais leur montrer qu'à travers le couple ou le dessin de l'handicapé, on a tendance, quand on veut dessiner vite ou montrer rapidement quelque chose, on a tendance à oublier toute une frange en fait, de la thématique. En fait. Toute une partie en fait, ici en l'occurrence par exemple, ces hommes ou femmes en couple ou bien ces handicapés mentaux ou sensoriaux qui existent mais qui ne sont pas représentés. Donc on les passe un peu à l'arrière, on les passe donc en oubli et on a tendance à oublier ainsi l'idée qu'ils sont là à travers donc leur représentation. Ce qui est drôle, c'est quand je leur ai demandé de dessiner un jeune, ce qu'ils sont. Donc un jeune en bas à gauche, donc c'est un petit garçon avec une casquette et un sac à dos.
Et après, ça devient beaucoup plus flou. Alors, le post-it qui est en bas à droite est assez étonnant parce que l'élève ne savait pas comment représenter un jeûne, donc elle a décidé de représenter le jeûne, c'est-à-dire le fait de ne pas manger. Donc c'est pour ça qu'elle a montré le ventre avec voilà, qui se vide, enfin, c'était un peu tarabiscoté. Donc pour eux, un jeûne a une casquette et un sac à dos, mais il peut aussi avoir donc, au milieu à droite des cornes de diable, où il peut en haut, donc à gauche, être un fumeur, parce que donc il a une cigarette et il est en train de fumer. Je leur ai demandé si, encore une fois, ils se représentaient comme ça. Est-ce qu'ils avaient tous casquette, sac à dos, corne de diable, ou bien une cigarette à la bouche? Et non, pas du tout. Pour eux, ce n'est pas ça. Ils se sont tous regardés, ils ne ressemblent pas à ça. Mais pour eux, le dessiner, encore une fois, ainsi, c'était un marqueur, quelque chose qui, tout de suite, devait permettre de comprendre donc qu'il s'agissait d'un jeûne. J'ai fait l'exercice inverse avec la personne âgée. La personne âgée a des rides, a une canne et des lunettes. Donc je leur ai demandé, d'après eux, à quel âge ils estimaient qu'on devenait une personne âgée. Donc c'est à partir de 50 ans, désolée. Et j'ai pris l'exemple de 2 professeurs au collège qu'ils connaissent bien, qui sont dans cette classe d'âge-là, dont un qui correspond en fait à l'image qu'ils ont, c'est-à-dire une canne, des lunettes, et puis un autre professeur qui au contraire n'a ni canne ni lunettes. Et ils se sont retrouvés un petit peu en porte-à-faux, perturbés sur le fait que ah oui, on a dit 50 ans, la personne âgée, on l'a dessinée comme ça, mais ce professeur-là, il n'est pas comme ça, et c'est donc une personne âgée. Oui, donc là, ça n'allait pas. Ça n'allait plus. Donc le jeune, on l'a représenté avec des cornes de diable, on est bien d'accord qu'on est gentil. La personne âgée, elle n'est pas ainsi. Donc voilà. Et pourquoi, en fait, voilà, pourquoi l'avez-vous dessiné ainsi? Et encore une fois, c'était plus facile, c'était plus rapide. Donc ça ne correspond pas du tout ici, ces images, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont. J'ai pris l'exemple de leurs grands-parents aussi qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont dessiné. Mais voilà, ça passait ainsi, le message devait passer plus facilement. Je me suis attaquée ensuite aux professions, donc un politicien ou une politicienne. Donc j'étais obligée de traduire sur l'ardoise parce que quand je l'avais écrit, ils n'ont pas compris. Donc il a fallu que je dise un homme politique, une femme politique, parce qu'ils ne comprenaient pas le mot. Et donc, un politicien ou une politicienne devient rapidement un politicien, puisqu'il porte un costume cravate. Il parle beaucoup, parce qu'il a des bulles, en fait. Au milieu, vous verrez que les deux personnages, en fait, sont en train de parler. Celui qui est donc au milieu à droite, et même, on a l'impression, donc au centre d'un hémicycle. En bas, vous avez donc même l'évocation du drapeau français qui peut montrer voilà, la représentation républicaine. Donc ici, tous les codes pour eux y étaient, mais quand je leur ai demandé, mais oui, mais par exemple, Ségolène Royal, c'est une femme politique, un homme politique, pourtant je ne la vois pas ici, je ne la reconnais pas. Et donc, ils l'ont reconnue, et c'est vrai qu'ils ont reconnu qu'elle s'habillait classe, comme ils ont dit, mais quoi qu'il arrive, pour eux, un homme politique, c'est un homme en costume. C'est le code, voilà, la femme politique existe de manière plus accessoire. C'est plus facile de représenter ainsi. Contrairement à ça, on a un infirmier qui devient systématiquement une infirmière, qui porte toujours une robe. On le reconnaît grâce donc, à la croix également, donc, symbole donc, de l'hôpital, et la seringue à la main. Et donc là aussi, je leur ai demandé pourquoi cette représentation, et donc les infirmières, en l'occurrence féminines, sont toujours ainsi dans les films et les séries, elles sont toujours en uniforme et toujours amoureuses du médecin. Donc on aurait dû les représenter comme ça. Je me dis qu'ils auraient pu également mettre un cœur avec un petit bonhomme à côté, ça aurait été plus représentatif. Et ils m'ont dit qu'en fait, il y en a un qui m'a répondu « Oui, mais on a trouvé avant parce que sinon j'allais le faire ». Donc il était prêt à le dessiner ainsi. Encore une profession, donc en l'occurrence le professeur. Donc le professeur a un tableau, a une craie, il est en train de parler à un auditoire. Quand je leur ai dit que parfois je les emmenais en sortie, qu'à ce moment-là je n'avais ni tableau ni craie, ils m'ont dit oui, mais on sait que vous êtes donc notre professeur. Et quand j'ai pris en l'occurrence l'exemple du professeur du PS qui a rarement donc un tableau et une craie, donc lui est devenu un coach et non plus un professeur, c'est un coach.
Mais voilà, pour eux, la représentation du professeur, c'est le tableau et la craie. Si on n'a pas ça, on ne nous reconnaît pas facilement. Il faut même noter également dans les petits détails qu'ils ont mis une horloge à aiguille. Donc je leur ai demandé également si dans beaucoup de classes, il y avait encore des horloges à aiguille. Et il y en a une dans le dessin animé Titeuf. Et donc, en fait, comme Titeuf va à l'école et qu'il est dans une classe et qu'il y a une horloge donc à aiguille, pour eux, c'est représentatif également du professeur. Donc, en ce qui concerne les professions, à chaque fois, vous voyez que pour que l'élève puisse la faire reconnaître extrêmement vite, il prend des accessoires qui sont représentatifs donc, de cette profession, que ce soit une seringue, un tableau ou bien un costume. Tout de suite, ça permet en fait de mettre quelqu'un dans un rôle. Les nationalités. Alors, un Chinois a des yeux bridés. Donc, automatiquement, si vous faites un rond avec 2 traits comme ça, ça a fusé tout de suite. C'était pour eux un Chinois. Vous remarquerez également que le post-it qui est en haut à droite donc, met un bonhomme avec des yeux bridés, mais avec le drapeau japonais à côté. Donc, je l'ai fait remarquer également aux élèves qui m'ont répondu « Oui, non, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est asiatique, donc mais on aurait dit chinois, on aurait dit japonais, on aurait dit chinois, on l'aurait dit également. » Donc vous voyez qu'il y a une confusion quand même, enfin voilà, on assimile l'asiatique, le chinois, le japonais, le drapeau, les yeux bridés, tout ça c'est un peu la même chose. J'ai changé de continent en proposant donc l'américain, donc alors là c'est très intéressant. En haut, vous avez un américain qui tient un fusil dans la main. Donc un homme avec un fusil. Au milieu à gauche, vous avez un Américain avec un téléphone dans la main, car les Américains, c'est la technologie chez eux. Je cite, hein, c'est la technologie chez eux. Au milieu à droite, vous avez donc un Américain avec un skate, parce que tous les jeunes aux États-Unis font du skate. En bas à gauche, il est plutôt gros avec le drapeau, parce que c'est carrément eux. Donc à chaque fois, je vous cite. Hein. Et en bas à droite, il a un chapeau de cow-boy, parce que c'est très américain. Donc vous voyez qu'ici on a tous les codes en fait, qui nous sont évoqués en fait, dans les séries, dans les médias. Vous avez l'américain obèse, l'américain violent avec son arme, vous avez le jeune qui fait du skate devant le centre commercial, tout cela en fait, qui apparaît et qui ressurgit. Ce qui est intéressant, c'est quand j'ai demandé de dessiner un Français. Un Français directement, il a un drapeau tricolore qui aurait pu être, comme je l'ai proposé aux élèves, un drapeau belge ou un drapeau italien. Après tout, il n'y a pas de couleur. Mais non, quand il y a 3 séparations comme ça, on sait automatiquement que c'est le drapeau français. Il n'y a pas de doute à avoir, on le sait. Et c'est intéressant, c'est parce que c'est à cette diapo-là, lorsque j'ai fait quand on discutait avec les élèves, c'est à ce moment précis qu'est arrivé pour la première fois le mot cliché. Une élève m'a dit « Mais oui, mais c'est cliché de mettre comme ça le drapeau, tout de suite on le reconnaît ». Ça commençait quand même à faire sens pour eux et ils comprenaient un petit peu donc, là où on voulait en venir. J'ai voulu changer un petit peu pour voir donc, ce que les élèves pensaient, voyez. Et j'ai voulu également évoquer donc, les valeurs de la République. Donc la liberté, automatiquement, c'est un homme qui, donc, enfin, en tout cas un personnage qui a des ailes. C'est immédiatement reconnaissable. Il y avait consensus donc, pour les 5 post-it. L'égalité, à chaque fois, alors vous aviez le petit signe égal donc, qui apparaissait. J'avais demandé au départ en fait, qu'ils n'utilisent pas véritablement de symbole, mais bon, c'est compliqué. Même je défie un adulte en fait, de dessiner l'égalité, c'est compliqué. Donc l'égalité, donc là, ce qui est intéressant, c'est que les petits bonhommes qui m'ont dessiné se ressemblent, sauf le post-it en fait, au milieu à droite, qui présente en fait 2 bonhommes différents, mais qui pourtant sont égaux. Donc là aussi, il y a quelque chose à creuser donc, autour de leur représentation. La fraternité, c'est se tenir la main, c'est s'aider, c'est la solidarité. Donc on voit que ces 3 valeurs, qu'elles soient donc, la liberté, l'égalité ou la fraternité, véhiculent en fait des messages que les élèves donc, ont réussi à intégrer, des messages qui sont souvent passés donc, dans les cours de MC ou plus généralement donc, à l'école. Puisqu'on est donc en 4e, le thème du tourisme est envisagé en 3e. Donc je voulais voir pour donc, mes élèves ce qu'était un touriste. Donc un touriste, il va visiter la tour Eiffel. Donc c'est ce que vous avez, les 2 post-it du milieu, ce sont des tours Eiffel. Au départ, je pensais que c'était des tentes, mais non, ils m'ont dit que c'était des tours Eiffel. Donc tour Eiffel, vous avez également un sac à dos et une carte.
quand je leur ai dit que donc le post-it en bas à gauche avec ce bonhomme avec une casquette et un sac à dos pouvait également être un jeune, d'après leur représentation, ils m'ont regardé en disant oui, c'était possible, mais il y avait la carte qui en plus permettait donc de montrer la différence. Puisqu'on était dans la thématique du déplacement, le migrant. Alors le migrant en haut à gauche, il vit dans une tente. En haut à droite, il se déplace d'un point A à un point B. Au milieu à gauche, il vit dans des tentes sous des ponts. Au milieu à droite, il fuit. Et en bas, il est sur un radeau en train de traverser la mer. 5 représentations différentes, mais 5 représentations que tous les élèves voient chaque jour dans les médias ou on voit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc une représentation très juste de ce que peut être un migrant. Pour finir, donc, en ce qui concerne donc, les dessins, un chrétien. Un chrétien, pour le reconnaître immédiatement, on peut faire une croix. Sauf que tout à l'heure, quand j'ai demandé de dessiner un infirmier ou une infirmière, il y en avait certains qui m'avaient uniquement fait une croix aussi. Donc là, encore une fois, je les ai interrogés sur la polysémie du dessin. Parfois, ça va être une infirmière et parfois, ça va être un chrétien. Comment on peut se positionner autour de ça? Et vous voyez que le chrétien, quoi qu'il en soit, pour le représenter rapidement, on dessine donc une croix et on peut même aller jusqu'à dessiner donc Jésus crucifié. Et vous voyez même qu'il y a l'ascension qui est dessinée avec le petit bonhomme qui monte vers le nuage. Vous avez la flèche qui monte vers le haut. Je précise, oui. C'est un collège RED+. Non, oui. C'est parce qu'ils ne sont pas doués en dessin, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, c'est étonnant. Voilà, oui, non, mais c'est... le musulman. Alors, le musulman, il faut se poser un petit peu dessus. Alors, en haut à gauche, vous avez une personne avec une djellaba, avec une mosquée derrière. En haut à droite, vous avez un monsieur barbu avec un tapis. Au milieu à gauche, vous avez donc le croissant de lune. Au milieu à droite, un visage avec un turban et une barbe. Et en bas, donc, un homme qui fait sa prière donc, sur un tapis. Donc on était tous assemblés autour de mon tableau blanc, il n'y avait pas du tout de table entre nous, on était vraiment tous rassemblés. Et un élève, à l'évocation et à la description par celui qui avait dessiné du post-it en haut à gauche, a dit « mais on dirait qu'il a une bombe dans la main ». Alors j'ai regardé, on a tous regardé, et en fait il a dit « oui, en fait le bras gauche est plus gros que l'autre, donc on dirait qu'il tient quelque chose ». Et donc j'ai demandé si d'autres élèves voyaient cela. Et donc certains ont dit oui, c'est vrai, mais pour eux, en fait, c'était plutôt un mimétisme, plutôt en fait qu'une affirmation spontanée, comme l'avait pu faire ce camarade. Et je leur ai demandé pourquoi, d'après vous, en fait, donc là en l'occurrence Younes, donner cette affirmation, pourquoi ils pouvaient le penser. Et donc leur réponse unanime a été parce que les attentats, c'est souvent lié à l'islam, donc ça peut faire peur. Voilà, un enfant, ce qu'il peut voir à travers le dessin d'un camarade et l'explication que le groupe classe peut tirer. Alors, en ce qui concerne un juif ou une juive, en haut, à gauche, c'est... alors, je pensais que c'était un bonhomme simple, c'est le père de Krusty le clown dans Les Simpsons. Alors là, j'ai... avoué ma totale ignorance, donc je leur ai demandé, je savais qui était le clown Krusty, mais son père, je ne le connaissais pas. Donc son père, en fait, c'est un rabbin dans Les Simpsons, donc ils m'ont expliqué, et en fait c'est un rabbin qui parle tout le temps de bar mitzvah. Dans tous les épisodes, il veut faire des bar mitzvahs, enfin voilà, c'est son truc. Et en plus, il est extrêmement déçu parce que son fils, le clown, n'a pas voulu faire la sienne. Donc dans tous les épisodes, il essaye de convaincre son fils de faire sa bar mitzvah. Et je leur ai demandé si pour eux, un juif ressemblait à ça maintenant, pour eux. Et oui, tout de suite. Alors là, ça a été l'unanimité. Ben oui, un juif, c'est le père donc, du clown Krusty le clown. Voilà. Donc là, pour moi, en fait, ça m'a surprise car personnellement, je n'avais pas du tout cette image. Je ne connaissais même pas l'existence. Donc, c'était surprenant et en même temps intéressant de pouvoir en fait connaître la représentation qu'un élève peut faire en fait d'un croyant. Ensuite, je leur ai fait remarquer qu'un groupe m'avait dessiné en fait une étoile et un autre en fait un croissant de lune.
Donc ils m'ont dit oui, oui, mais c'est la même chose, donc on comprend, si on dit musulman, dans ces cas-là, on ne sait pas ça, et on dit juif, et on va trouver. Donc c'est la même chose. Il y a un peu de confusion, mais c'est pareil, on comprend. De même, au milieu à droite, je ne sais pas si vous voyez correctement, en fait, le post-it ressemble à celui en fait, du musulman, juste avant. En fait. C'est pareil, on voit en fait un homme qui porte un chapeau, et l'élève m'a dit qu'il avait dessiné une kippa et une barbe. Et en faisant en fait un avant-après, je fais mais vous vous rendez compte que les deux se ressemblent. Et en fait ils m'ont dit mais oui, mais de toute façon c'est pareil, en fait les musulmans et les juifs se ressemblent. Et pour finir, le dernier post-it, au milieu à droite, à gauche, pardon. Alors là, vous avez Hitler qui est à droite, on le reconnaît avec sa moustache, et l'élève dans la bulle a voulu mettre des mots allemands pour montrer que c'était Hitler. Et en face, vous avez donc un juif qui a une kippa sur la tête et qui tient un pistolet dans la main parce qu'il veut tirer sur Hitler, parce que c'est normal, il veut se venger par rapport à ce qu'il a fait. Donc, un élève de 4e assimile un juif à Hitler et au génocide et à la possibilité de vouloir en fait se venger. Tout ce petit travail de discussion passionnante, ils ont aimé et moi aussi, nous a pris 1 heure et a été riche d'enseignements pour eux et pour moi, parce que j'ai voulu quand même leur montrer que les représentations qu'ils ont, elles sont extraites de leur quotidien. Elles sont également extraites de ce qu'on a pu leur apprendre, des médias et de l'actualité auxquels ils sont soumises. Et les élèves sont toujours conscients qu'ils généralisent, mais qu'ils emploient des modèles qui sont facilement transposables et qui vont être explicites. Donc j'ai voulu leur montrer que l'uniformisation du dessin, elle peut certes être facilitatrice, elle peut permettre une communication peut-être plus facile, mais en même temps elle efface beaucoup de traits. Elle gomme même certains aspects. Et que par là même, le fait de gommer, ça peut être dangereux parce que ça fait disparaître. Et ça fait passer un message qui, par là même, en fait, devient unique, qui devient même parfois irréfléchi. Et il s'agissait de comprendre ce qu'était une idée reçue, ce qu'était un cliché, ce qui était un a priori. Parce que l'ignorance, elle peut ensuite engendrer de la peur et même beaucoup plus. Pendant mon heure 3, on a repris un petit peu donc, ce que l'on avait dit et on a posé en fait des mots sur nos différentes interprétations. Je leur ai donc évoqué, alors eux ils m'avaient évoqué le mot cliché, moi je leur ai expliqué ce qu'était un stéréotype. Donc c'est nier le caractère unique d'un être humain en l'assimilant en fait sans nuance à un groupe donné. À travers cette définition, j'ai voulu encore une fois les mettre un petit peu en action à travers un jeu qui est relativement rapide. C'est en fait, on est bien d'accord qu'on est tous des individus. Donc dans ces cas-là, on va créer une chaîne et on va tous se dire quelque chose qui est absolument unique et qui ne concerne que nous. Donc par exemple, je suis le seul ou je suis la seule et on enchaîne. Donc j'ai commencé par moi me donner en exemple et ensuite donc, les élèves ont continué. L'exercice a été extrêmement difficile pour eux, de trouver quelque chose qui faisait en fait l'unicité, qui faisait en fait vraiment qu'ils étaient un individu. Ils ont très rapidement évoqué des aspects physiques ou des aspects vestimentaires, mais très peu de choses qui concernaient en fait leur personnalité ou leur passion, leur loisir. Ça restait toujours extrêmement physique. De la même façon, ensuite, j'ai voulu leur faire comprendre que certes, on est unique, mais on fait également corps tous ensemble. On fait société et on vit ensemble. Et pour vivre ensemble, forcément, on a des points communs. Et ces points communs, on va également essayer de les expliciter. Donc on a fait le même exercice avec la chaîne et c'était maintenant nous tous on a ou nous tous sommes. Et là aussi, ça a été extrêmement compliqué en fait de faire une chaîne de 26 propos en fait qui montraient qu'on était tous en fait dans une société avec des points communs. Quelle conclusion faut-il en tirer? Que c'est peut-être quelque chose qui se travaille, qui sont encore jeunes, qui sont en 4e. C'est quand même quelque chose qui est aussi difficile. Je pense que si on faisait l'exercice là dans la salle, comme ça à brûle pour point, on aurait peut-être également un petit peu de mal à trouver ce qui fait notre unicité et ce qui fait également en fait le fait qu'on soit tous en fait ici en société. Comme en fait je suis quand même un petit peu prof,
il a fallu qu'on garde quand même une trace de ce qu'on avait fait. Donc je leur ai distribué cette fiche où ils ont collé en fait un des post-it qu'ils avaient dessiné, je leur ai laissé le choix. Ils devaient expliquer ce qu'ils avaient dessiné et pourquoi ils avaient décidé de le faire ainsi. Ils ont dû également inscrire donc, les phrases qu'ils avaient données pour montrer qu'ils étaient uniques et à la fois qu'ils faisaient partie d'une société. En dessous, il y avait donc les définitions de stéréotypes. J'ai voulu le remettre un petit peu en contexte en leur disant que, après tout, il y avait également des stéréotypes qui étaient positifs, qui peuvent exister, ou d'autres qui sont plutôt négatifs, et que les stéréotypes, ils ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Enfin voilà, c'est quelque chose en fait qui fait partie en fait de ce qui fait l'homme en fait, ce qui permet également donc quelque chose qui permet également de reconnaître. Quand on a parlé donc de stéréotypes, il a fallu qu'on en vienne en fait à l'idée de ce qu'est un préjugé et une discrimination. Donc on a également posé les mots dessus. C'est des choses qu'ils connaissent, les discriminations, ils ont souvent travaillé dessus, donc c'est quelque chose sur lequel je voulais moins m'appesantir plutôt que le stéréotype. Pour finir, dans cette même heure, je leur ai proposé donc ces 2 dessins de presse où je leur ai demandé en fait justement de me trouver les stéréotypes qui étaient sur ces dessins. Donc, ils ont bien reconnu la jeune femme blonde en maillot de bain qui est en train de fuir un petit peu bébête. Ils ont bien reconnu donc, la femme musulmane donc, avec donc, une robe qui saute dans l'eau et donc elle devient une bombe. Et dans le second dessin, donc c'est un dessin de Tinius, le fait qu'un couple donc, de noirs ne peut pas être riche et quand il se présente donc, à l'accueil d'un hôtel, il ne peut en fait que demander en fait du travail et non pas donc une chambre d'hôtel. Donc là, ils ont tout de suite détecté donc les stéréotypes et ils m'ont tout de suite dit que les dessinateurs en fait ils avaient fait ça pour dénoncer, mais également pour faire rire. Ça les a fait rire. Enfin, la première image, enfin voilà, ils trouvaient ça très drôle. Et ainsi, j'ai voulu leur montrer donc, que le travail du dessinateur, c'est de se baser sur des stéréotypes pour dénoncer. Et que donc ça peut faire rire et qu'ainsi on peut faire passer des messages. Et j'ai enchaîné ensuite par ces 3 dessins, de façon à faire exactement le même exercice, les mêmes questions. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'était la première fois qu'ils voyaient ce type d'image a priori. Donc tout de suite, donc, ils ont montré, donc, ils m'ont trouvé que voilà, ce juif, puisque j'avais fait exprès en fait, de mettre une avec le juif de France pour qu'il sache un petit peu. Ce juif donc, avait le sentiment, enfin on avait le sentiment qu'il voulait en fait accaparer le monde, l'englober, que ses mains montraient que donc il pouvait être violent parce qu'il griffait, qu'il pouvait être méchant. Et la dernière image, donc, il m'avait également bien montré que le juif, ça tue donc dans le dos, donc ça peut tuer un Allemand, et que encore une fois, ici, il y a une élève qui m'a bien dit que ce juif portait en plus un bonnet phrygien, donc il y avait une histoire avec la République. Ici, je leur ai demandé si ça les faisait rire, comme les dessins précédents, donc ils m'ont dit que non, pas du tout, que là, au contraire, ça faisait même peur, et que le dessinateur, il avait voulu faire peur en montrant cela. Ils ont bien compris le côté fallacieux donc, de ces dessins, que personne ne fait ça en vrai, que ce n'est pas possible. Et je leur ai expliqué que donc, si on voit ces images en fait, pendant des mois, des semaines, des années, qu'on les a tout le temps sous les yeux, qu'il peut être possible en fait, de commencer à y croire. Et ils m'ont dit que oui, en effet, oui, c'était tout à fait possible. Et que ça pouvait imprégner, qu'au bout d'un moment, oui, on les voyait tout le temps, donc on y croyait. Alors, le hasard a fait que j'ai fait cette séance donc, le 27 janvier dernier. Donc, j'avais pris, donc, bien entendu, par choix bien très déterminé, donc, ces dessins antisémites. Et j'ai ainsi commencé à leur expliquer que quand on montre tout le temps ces dessins, on arrive donc à des dérives et des conséquences atroces que sont donc celles de la politique antisémite nazie et du génocide juif. Et que donc un dessin, ça peut donc tuer jusqu'à 6 millions de personnes. Et qu'ainsi le champ des mises en perspective est totalement ouvert, puisque ainsi on peut également dire que un dessin, ça peut également tuer 12 personnes dans une rédaction. Et là, ils se sont tus. Et je pense qu'ils ont compris qu'un dessin, ça peut à la fois faire passer des messages
et que c'est juste ça qu'il faut en fait savoir, et qu'il faut juste en fait savoir lire le dessin correctement pour en fait le comprendre à sa juste valeur. Et c'est ça en fait, c'est l'esprit critique, c'est permettre de donner les clés à ces élèves en fait et leur permettre d'être acteurs face en fait à ce qu'ils peuvent voir et ne pas uniquement être passifs. Donc j'espère ainsi que mes objectifs ont été atteints, qu'ils savent maintenant ce qu'est un stéréotype, qu'ils vont éviter tout jugement hâtif, tout préjugé, et qu'ils sauront faire preuve d'esprit critique face à tous les dessins qu'ils pourront voir dans leur vie future. Merci Mélanie. Est-ce qu'il y a des remarques ou quelques questions? Simplement, je remercie, c'est super ce que vous faites. Merci. Pour moi, c'est du concret et on a besoin de ça en fait. Merci. C'est très facile, il faut juste des post-it. Donc c'est sans moyen. Oui. Merci, c'était très bien. Je voulais savoir si dans la réalisation d'activités, certains élèves avaient pu avoir des propos déplacés ou pas, ou s'ils avaient fait le cadrer au départ. Non, ça s'est vraiment fait très naturellement. Mon collègue en fait a voulu faire la même chose que moi avec une classe, ça n'a pas du tout marché, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas du tout joué le jeu et il n'y avait absolument aucun marqueur qui permettait en fait de trouver en fait quel personnage ça pouvait être. Et avec une autre classe, ça a fonctionné. Donc je pense que vraiment, ça dépend de la classe, du moment, de la relation que l'on a avec eux. Mais il n'y a pas eu de propos ou de choses en fait qui auraient pu être dérangeantes. En l'occurrence, si ça avait été le cas, ça aurait été justement le moment en fait d'en parler tous ensemble et de mettre des mots en fait sur des idées en fait que les élèves peuvent avoir et de justement un peu désamorcer les choses. Je voulais rajouter parce que au départ donc on avait demandé à Mélanie d'intervenir, enfin en tout cas de proposer quelque chose, ce qu'elle a fait, et puis j'avais insisté pour qu'elle vienne parce que je crois que à travers ça, c'est pour monter ce type de séance. Au moment où on va les mettre en place, elles sont très intéressantes à partir du moment où vous savez anticiper. Je crois que c'est ça qui est important, c'est d'être capable d'anticiper ce que vont vous dire les élèves. C'est des choses qui peuvent à un moment donné facilement déraper, mais il ne faut surtout pas hésiter à faire ce type de séance qui est justement dans le cadre de l'EMC. Et je rappelle que l'EMC, il y a une partie qui est pour les professeurs d'histoire-géographie, je parle au collège, mais l'EMC se fait aussi dans le cadre des autres enseignements disciplinaires au collège, puisque tous les programmes ont une part de l'EMC. Et l'idée, c'est quand même effectivement qu'on puisse mettre les élèves en situation de réfléchir et de vivre ces éléments-là. Puis en termes d'objectifs et d'évaluation, je crois que là aussi, il ne s'agit pas de se dire on ne sait pas si on réussit à la fin. De toute façon, à partir du moment où il faut le faire en pensant que ça sert à quelque chose, parce qu'à un moment donné, ça servira toujours à quelque chose pour les élèves, pour éveiller quelque chose chez eux. C'est le contraire, si on ne le fait pas, on sait que pour le coup, ça n'éveillera rien du tout. Voilà, écoutez, tout de suite, on va enchaîner sur Frédéric Massine, qui donc est formateur lui aussi dans le groupe laïcité avec Mélanie, mais qui lui est professeur de SVT. Je le remercie parce que ces professeurs que vous voyez là interviennent souvent dans beaucoup d'autres groupes disciplinaires. Donc on les sursollicite et ils sont des acteurs importants de toutes les formations sur les valeurs de la République. Et vous retrouvez sur notre site académique, alors c'est souvent en histoire, vous retrouvez souvent leur production. Et je le dis pour Mélanie, mais elle représente toutes ses collègues et tous ses collègues. C'est souvent des produits de très très belle qualité. Alors, je me branche. Il faut peut-être l'adaptateur, non? Je l'ai. Parfait. Alors j'ai demandé à Frédéric de nous faire un point sur les SVT. L'idée étant que voilà, on puisse voir aussi que d'autres disciplines qui en apparence ne sont pas concernées par cette question-là le sont finalement quand même un petit peu, voire même beaucoup. Alors dans le Vademecum racisme, vous verrez d'ailleurs que c'est un petit peu développé, mais Frédéric a construit tout son projet avant l'apparition du Vademecum. Voilà, ça marche ou pas? Ouais, j'espère. Oui, il faut peut-être. On va voir tout de suite. Ça va venir tout de suite. Fonctionnait ce matin avec un petit peu de chance. C'est bon, ça part. Ça va le refaire. Ça va venir, ça va venir. Faut peut-être. C'est bon, il cherche. Ouais, alors, par contre, là, il ne se présente pas comme je lui avais demandé ce matin. Je vais peut-être avoir besoin d'un technicien. Normalement, moniteur automatique. Ouais. Ou alors, attendez. C'est bon là. C'est bon. C'est bon, il faut faire le F7. C'est bon, ça cherche.
afficher maintenant. Sinon, ça va se trouver. Sinon, j'ai sur le- C'est où l'écran là-dessus? C'est ça l'écran? Pour le vidéoprojecteur. Alors, c'était FNF5, je crois.